L'entreprise du jour, France Biotech, l'association française des entreprises innovantes de la santé. Sur le plateau avec nous ce matin, sa présidente, Marie-Yvonne Jans, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans Direct Marché. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce qu'est France Biotech, sa mission, son rôle, le nombre d'entreprises qu'elle fédère ? Donc l'association France Biotech est l'association française qui réunit les dirigeants des sociétés de biotechnologie et de medtech. Les sociétés de biotechnologie sont les sociétés qui développent des biomédicaments et les sociétés de medtech, ce sont les sociétés qui développent tous les dispositifs médicaux, les implants, les biomarqueurs, tout ce qui entoure le médicament dans le domaine de la santé. Merci de nous l'expliquer parce qu'on le voit noté partout mais sans aucune explication. Voilà, il faut le rappeler. Et ensuite, nous réunissons environ 200 entrepreneurs français dans ce domaine. Aujourd'hui, l'association a 20 ans et autour de ces entrepreneurs, nous avons aussi quelques membres associés comme quelques pharma, les auditeurs, les banques d'affaires, les investisseurs et les avocats qui aident ces sociétés à entrer en bourse ou à faire leur levée de fonds. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire un état des lieux du marché de la biotech en France? Quels sont ses atouts? Et quels points sont encore à améliorer? Voilà, je rappelle la mission de France Biotech. France Biotech a pour mission de faire en sorte que les start-up, qui sont pour la plupart issues des centres académiques, des laboratoires de recherche, deviennent des ETI mondiales, c'est-à-dire des entreprises de taille intermédiaire. Et pour faire en sorte que cet environnement de ces sociétés soit le plus favorable possible, nous avons fait d'abord un état des lieux. Et aujourd'hui, l'état des lieux est vraiment très encourageant. Ah, voilà. Bonne nouvelle. Voilà. Nous avons une recherche très solide et ces entreprises s'appuient sur une recherche, sur des produits issus de la recherche, donc ça c'est très important. Et une recherche très solide, ça veut dire quoi? Des chercheurs très performants, des laboratoires très bien équipés? Voilà, des laboratoires académiques très performants. Par exemple, un des baromètres de la qualité de la science, c'est le nombre de publications. Or, la croissance du nombre de publications dans des revues prestigieuses était de l'ordre de 50% de 2008 à 2014, par exemple. Donc, ce qui est une croissance très importante. En valeur absolue, ça reste faible par rapport aux États-Unis, mais ça montre la dynamique de la science. Publier des articles dans Nature, Science, c'est vraiment une référence parce que les reviewers sont extrêmement rigoureux, donc si vous avez une bonne science, vous pouvez être présent et la France est très présente, donc très encourageant. Ensuite, c'est le nombre de brevets, le nombre de publications effectivement qui est un critère. L'autre atout, c'est que nous sommes quasiment les premiers en Europe en nombre de sociétés créées à partir de cette science en Europe. Donc ça prouve, encore une fois, la qualité de la science, mais aussi la dynamique des entrepreneurs et des entrepreneurs-chercheurs. Pour après créer des entreprises, effectivement. Voilà, donc ça c'est... Sur le côté seulement scientifique. Exactement. Ensuite, ces chercheurs et ces entrepreneurs sont appuyés au démarrage par un certain nombre d'outils très favorables que sont le crédit d'impôt recherche, le statut de jeune entreprise et un certain nombre de fonds d'appel d'offres de l'Agence nationale de la recherche. Les outils publics. Publics, voilà. Au démarrage, il y a vraiment un boost public qui est incitatif. Donc, parce que pour passer d'un constat et d'un concept de laboratoire aux produits dans le domaine de la santé, c'est très long et très difficile. Il n'y a que le public pour financer finalement le voilà, privé. Ne prendrait pas ce risque. Voilà, le public plus beaucoup de business angels, parce que vous avez toujours quelqu'un dans votre famille ou dans vos amis qui est pathologie, donc ils mettent un peu leurs économies. C'est une aventure passionnante. Voilà, exactement. Donc là, on peut lever et avec les premiers fonds d'amorçage, le fonds public, jusqu'à 10 millions d'euros, c'est tout à fait possible. Et pendant cette période, ces entreprises font l'épreuve du concept chez l'animal avant de passer chez l'homme. Donc là, on a effectivement des atouts considérables. Et fiscalement? Alors fiscalement, effectivement, on est un peu envié de nombreux pays.
grâce à ce crédit d'impôt recherche, vous savez, qui est un retour de cash dans les entreprises sur l'investissement dans la recherche. Donc ça, c'est... On est seul à l'avoir en Europe, ce crédit d'impôt recherche? Oui, on est vraiment unique. Et puis, le deuxième atout fiscal, c'est le statut de jeune entreprise innovante, c'est-à-dire que pendant 8 ans, toutes ces entreprises qui ont moins de 8 ans bénéficient d'avantages fiscaux, sociaux, sur les salaires des postes de recherche. Et ça permet effectivement d'aider l'entreprise à démarrer au point de vue fiscal. Nous, on préconise de passer 8 ans à 15 ans parce que c'est toujours long de développer un médicament, mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi à passer le cap. Donc ça, ce sont les atouts. Et alors, quels sont les points à améliorer selon vous? Alors effectivement, on a identifié 4 grands freins pour devenir un leader mondial, parce qu'on a vraiment la base pour être un leader mondial, il manque juste quelques points. C'est encourageant ce que vous dites là sur les atouts du marché. Exactement. Alors ce qui est vraiment à encourager, c'est l'investissement en capital risque dans ces sociétés. Parce qu'aujourd'hui, les fonds ne représentent que 14, 15, 16% des fonds levés en capital risque. Les sociétés, lorsqu'elles ont besoin de 20, 30, voire 100 millions d'euros pour... C'est-à-dire le coût d'après l'amorçage. Le coût d'après d'amorçage est très difficile. Nous avons environ moins de 5 sociétés de capital risque spécialisées en France, donc ce qui est très difficile d'avoir accès à ces fonds parce qu'ils ont énormément de dossiers, ils prennent les meilleurs, donc c'est un concours quasiment, et donc ça c'est compliqué pour toutes les entreprises qui ont des bons projets, et elles vont en bourse. D'ailleurs effectivement on est, je pourrais le dire après, c'est qu'on est vraiment très bon pour financer les sociétés au niveau du marché boursier. Mais ces 5 fonds-là ont quand même des belles performances. Oui, c'est tout à fait. Je veux dire, on peut citer Sofinova, Truffle, le fonds de Rothschild, Kurma. Ces fonds ont des analystes financiers. Ce sont des gens scientifiquement très bons, donc qui sont capables très vite en amont de voir la valeur des dossiers. C'est là que le bas blesse. Ouais. Voilà. Alors les autres fonds, plus généralistes, n'ont pas ces analystes. Ont des difficultés à comprendre nos technologies et par peur, n'investissent pas. Et donc vont dans des technologies plus classiques. Et là, il y a beaucoup d'argent et on n'arrive pas à le capter. Alors évidemment, France Biotech a essayé d'appuyer le fléchage des assurances-vie vers le capital risque. Bon, pour l'instant, ça évolue, mais c'est très long. Mais je pense qu'au-delà de ça, France Biotech a un travail à faire aussi pour essayer d'expliquer l'enjeu économique et sociétal de notre industrie. C'est très très important de ne pas rater le coche pour la France, de l'arrivée de ces nouveaux traitements qui vont permettre de passer de maladies incurables à maladies chroniques et de soigner les patients. Et ça, c'est crucial. Et alors, les grands laboratoires pharmaceutiques, eux, ne peuvent pas financer en partie ces biotech? Ces grands laboratoires pharmaceutiques, alors les grands laboratoires pharmaceutiques français sont aussi peu nombreux, hein, donc il y a le G5, ça veut dire 5 pharma, le leader... Capital risque, 5 labos. Voilà, le leader étant Sanofi. Ouais. Alors ces fonds investissent beaucoup dans un fonds Inobio, d'ailleurs le CSIS a annoncé la création d'Inobio 2, c'est un fonds d'amorçage dans le domaine, mais c'est pas suffisant parce que ce fonds est géré par la BPI, la Banque publique d'investissement, et souvent la Banque publique d'investissement met 1 euro, mais veut 1 euro de privé, et on n'a pas l'euro de privé. Et moi j'aimerais que ces grands fonds, au-delà de l'investissement dans Inobio, puissent créer des propres fonds corporate, qu'on appelle, qui investissent directement dans les sociétés françaises. Alors, vous venez de l'évoquer, le CSIS, c'est le Conseil stratégique des industries de la santé qui s'est réuni cette semaine, et donc le gouvernement, à cette occasion, a annoncé plusieurs mesures dans le secteur de la santé. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit débrief de ces mesures, et est-ce qu'elles sont à la hauteur des attentes des entreprises du secteur? Alors, effectivement, nous avons participé à l'élaboration de ce CSIS et de ces mesures, et nous étions très inquiets parce que jusqu'à maintenant, au niveau du CSIS, les technologies,
l'innovation et technologie innovante de la santé était inexistante. On parlait que des prix du médicament, etc. pour l'industrie pharmaceutique. Et là, on a été vraiment très satisfait parce que le discours du Premier ministre, et je crois que le président en a aussi parlé lors d'un dîner la veille, eh bien l'innovation était présente à 95%. Et les avancées qui ont été proposées correspondent aux freins légaux qui nous plombent aujourd'hui en France. J'ai dit qu'on était premier dans beaucoup de domaines, mais là où on était dernier, c'était dans le nombre d'essais cliniques en Europe. On était vraiment en dessous de tout, parce que contraintes tellement compliquées au niveau administratif en temps, etc., que toutes les sociétés de France Biotech, par exemple, allaient faire leurs essais cliniques en Belgique ou en Europe, ou voire aux États-Unis. Parce que là, c'était facile, rapide, et un mois de cash dans une société de biotech, c'est important. Et là, le CSIS a demandé que les délais d'obtention de l'agrément pour passer en essais cliniques soient réduits aux normes européennes. Pour nous, c'est crucial, ainsi que les agréments pour accéder au marché. Nous, on était à plus de 400 jours, il l'a ramené à 180 jours. Ça, c'est crucial pour nous. L'autre point qui a été discuté, c'est le transfert technologique. Comme je vous les ai dit, les startups qui sont issues des sciences de la vie, pour la plupart, viennent des centres académiques et les brevets viennent des centres académiques. Donc, il faut transférer la propriété intellectuelle de ces centres vers les entreprises. Et là aussi, il y avait des délais qui n'étaient pas acceptables par rapport à l'Europe. Et Madame Vidal, lors d'un groupe de travail, a annoncé un délai de 3 mois. Pour nous, c'est vraiment une révolution. Ces délais vont faire en sorte que non seulement nos entreprises vont devenir plus compétitives, et aussi il va y avoir un effet attractif des groupes étrangers vers la France. Donc ça, c'est vraiment crucial. Donc vraiment des mesures plutôt encourageantes. Très encourageantes. Pour nous, on a été très très satisfaits, oui. Donc on va terminer, en fait, on l'a évoqué sur le marché boursier, parce que vous me l'avez appris, en fait, Paris est la première place en nombre de sociétés biotechnologiques et medtech cotées. Voilà, nous avons un nombre de sociétés cotées record en France par rapport aux pays européens dans le domaine de la santé. Nous sommes les premiers en nombre de sociétés, c'est-à-dire qu'à peu près 70 sur 90, enfin un peu moins de 90, et nous sommes les deuxièmes au niveau mondial après le Nasdaq. Donc c'est une place vraiment importante. Et ensuite, nous sommes les premiers mondiaux au niveau des medtech. C'est vraiment un indice important, cela montre la dynamique de notre domaine, de notre industrie. Et également de l'appétit finalement des actionnaires pour ces sociétés, alors que les capitaux risqueurs, eux l'ont moins. Voilà, exactement. Alors, c'est vraiment, ça montre, c'est un signal fort, effectivement. Le bémol, c'est qu'on va peut-être un peu trop tôt sur le marché. Parce que trop précoce. Alors les sociétés quelquefois stagnent un petit peu sur le marché parce que il faut qu'elles donnent des nouvelles, qu'elles puissent continuer à attirer. Il manque ce maillon de financement. Voilà, exactement. Il manque ce maillon de financement. Et alors, juste pour terminer, les valorisations, comment expliquer? Pour le coup, on est juste derrière le Nasdaq, mais on est loin en termes de valorisation. Très loin. Là, voilà, c'est ça, une société qui vaut 50 millions en France vaudrait 500 millions aux États-Unis, mais ça, c'est connu. Faut pas trop le dire, elles vont toutes partir. Voilà, il faut les attirer. Non, mais je pense que ça va venir, justement parce qu'elles sont un peu jeunes. Le problème, c'est que tout est relatif, beaucoup plus de frais pour aller sur le Nasdaq. Enfin, mais déjà, c'est bien en France. Hein. Il faut encourager les sociétés à y développer. Et je voulais aussi signaler que les top 10 des biotech, de nos petites entreprises, représentent à peu près 8 milliards d'euros de capitalisation, oui. ce qui est un chiffre significatif aussi. Bon, alors sur tous ces éléments encourageants, merci beaucoup. Marie Voniance, je vous le rappelle, vous êtes présidente de France Biotech.